C'est pas parce que je vous parle de sur-mesure ou de haute couture que c'est inaccessible. Mais quand on démarre et qu'on n'a aucune base d'IoT ou de IoT Hub, etc., c'est bien de commencer par IoT Central parce que ça vous permet de voir déjà comment vous pouvez connecter des devices réels ou virtuels sur la plateforme, de voir comment vous allez pouvoir récupérer les données, les concaténer et après les data visualisées par Power BI ou d'autres systèmes de data visualisation en fait. Donc voilà, et au niveau donc du coup de Dynamics 365, avec Azure Communication Services, en fait, on met en place des systèmes en fait qui vont permettre de visualiser les anomalies. Et d'ailleurs, au niveau des anomalies, en fait, il y a même un autre service qui est un anomaly detector, en fait, qui va permettre directement de détecter les anomalies. Donc là, ce sont des produits déjà prépackagés qui vous permettent de mettre en place des solutions sans avoir à suivre 3 semaines de formation. Et du coup, si vous avez des POC à montrer à votre direction ou à des clients, ça peut être particulièrement intéressant. Donc, le suivi du tableau de bord, moi j'ai mis Power BI par exemple, mais vous pouvez très bien prendre un Neo4j ou quelque chose en open source sans aucun problème, hein, de toute façon. Donc, ensuite, donc, le détecteur d'anomalies, en fait, c'est un service qui dépend des Cognitive Services. Et au niveau des nouveaux outils donc D365, c'est Dynamics 365. D365 Supply Chain Management, ça fait partie de la division Dynamics 365 Finance and Supply Chain. Donc moi, je reste sur le supply chain parce que je reste sur mes problématiques d'usine. Et en fait, là-dessus, on a tout ce qui est compatible en Edge Computing, parce qu'en fait, si vous commencez à faire de l'IoT ou si vous en faites déjà, on fait de plus en plus d'architectures en Edge Computing. Ce ne sont que des architectures en microservices. Donc là-dessus, il faut maîtriser ce qui est Docker, Kubernetes, etc. Mais bon, maintenant, ce n'est pas spécifique à l'IoT parce qu'il y a de plus en plus d'architectures logicielles qui sont montées en micro, voire en nanoservices. Mais par contre, tout ce qui est Edge Computing, c'est vraiment au niveau de l'IoT qu'on a tout lancé au niveau de la prod, en fait. Et derrière, en fait, le fait de faire du edge computing, c'est ce qui permet en fait aux entreprises de pouvoir faire des visibilités en temps réel. Donc, par exemple, au niveau d'un inventaire, quand vous êtes dans une usine ou que, par exemple, vous avez un transport qui, à un moment donné, perd la connexion, et bien, le fait qu'il y ait du edge computing, ça permet quand même d'avoir les visualisations des données en temps réel. Donc, du coup, aujourd'hui, Dynamics 365 est considéré comme un CRM et un ERP. Et en fait, moi, je pense que sur toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on voit arriver, on va arriver vers le MES. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ces termes, le CRM, c'est le Client Relation Management. Le ERP, c'est le Enterprise Resource Planning, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va permettre de planifier les ressources d'une entreprise au niveau de la logistique, etc., ou même des ressources humaines. Et le Manufacturing Execution System, c'est le MES. C'est en fait, c'est tout ce qui va permettre en fait de manager la production. En fait, c'est un petit peu ce qui permet de faire tout ce qui est recette. Donc derrière, on a eu des annonces qui ont été faites au niveau de Cortana. Donc Cortana, en fait, ils annoncent une expérience main libre dans Teams. Donc on reviendra un petit peu dessus après. Ils annoncent au niveau du courrier électronique la possibilité de faire un briefing quotidien par Cortana. Donc là, du coup, c'est l'IA. Il y aura l'intégration de la To-Do, de l'application To-Do, qui en fait permet de faire des to-do list en fait, qui est prévu, donc c'est à venir. Et il y a le Play My Mail sur l'application mobile d'Outlook
qui va être du coup compatible parce que par exemple, si vous avez un casque ou un truc comme ça vous permet en fait de pouvoir qu'on vous lise vos mails. Parce que par exemple, ou admettons que vous êtes en vélo et on vous dit vous avez reçu un mail, plutôt que vous arrêtez, vous dites ben, lis-moi mon mail. Voilà. Et du coup, ça vous permet de continuer à faire le focus sur ce que vous faites. Et voilà. Alors, toutes ces annonces, en fait, elles sont bien jolies, mais pour l'instant, en fait, c'est prévu en septembre, donc grosso modo dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. Ça ne sera qu'en anglais, qu'aux États-Unis et vraisemblablement dans les prochains mois sur l'Australie, le Canada, le Royaume-Uni et l'Inde. Donc pour la France, on n'a pas encore d'infos à ce niveau-là. Et du coup, moi, j'ai déjà des solutions que j'utilise depuis 1 an et demi. Et je pense que du coup, je vais continuer à jouer avec, voire même à les développer, parce qu'on ne sait pas du tout quand Microsoft va mettre en place les choses, en fait. Et puis, si on regarde au niveau de Cortana, il y a eu une vente de devices de Cortana aux États-Unis, et c'est jamais arrivé en Europe. Donc voilà. Et ils ont arrêté d'ailleurs la production quand ils ont signé en juillet 2017, enfin courant été 2017, ils ont pris la décision d'arrêter les devices Cortana parce qu'ils ont signé un accord de développement avec Amazon Alexa. Donc voilà. Donc par contre sur Windows 10, il y a quand même le fait qu'ils ont annoncé Cortana qui sera basé sur le chat pour faciliter la recherche et les appels en main libre. Pour l'instant, c'est prévu que sur États-Unis et UK. Moi, j'ai un ordinateur qui est configuré US, donc je ne peux pas encore vous dire si j'aurai accès ou pas, si en fait ça va prendre en compte l'adresse IP et votre domiciliation ou si ça prendra en compte la configuration de votre ordinateur. Ça, je ne peux pas encore vous le dire parce que je n'ai pas d'infos et je n'ai pas encore fait de test. Après, si ça prend en compte la domiciliation, faites comme moi, hein, c'est VPN en permanence, hein, de toute façon. Donc, du coup, voilà. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler Cortana, en fait. Pas très loin. Ah, vite, on n'a pas de son. Ah, désolée. Bon, de toute façon, je pense qu'elle sera complète dans les slides que je vais partager. Bon, grosso modo, en fait, il est sur son application mobile, il demande à Cortana d'appeler une personne et du coup, c'est vraiment du voice control. Au tout début, en fait, il demandait à Cortana s'il avait des rendez-vous, etc. Donc, alors bon, certains vont dire que Google le fait depuis très longtemps, mais Google, c'est pas Microsoft, donc du coup, maintenant, Microsoft le fait. Voilà, moi, je suis pas en mode on se dispute entre. C'est pas parce que quelqu'un l'a fait avant qu'il faut pas le faire au final, en fait. Donc, du coup, là, ça a été une demande. Et voilà. Donc, en fait, il y a aussi la possibilité d'envoyer des messages, etc., en voice control. Et là, en fait, il montre comment dire, il montre l'info où en fait il se connecte directement à une réunion Teams en disant hey Cortana, connecte-moi sur ma réunion en fait. Donc voilà, c'est à peu près les grandes fonctionnalités qui existent actuellement, qui sont annoncées au niveau de Cortana en fait. Donc, on va essayer de passer, voilà. Donc, alors le projet Cortex, ça a été une annonce qui a été faite au niveau de l'Ignite 2019, donc l'an dernier, au mois de novembre. Et en fait, le projet Cortex, c'est grosso modo un gros mix entre Microsoft Graph, Search, SharePoint et de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et l'objectif du projet Cortex, en fait, c'est d'organiser les infos pour qu'elles soient présentées de telle façon à ce que tous les flux de travail soient raccourcis, que le partage de la connaissance dans l'entreprise soit amélioré et que les capacités d'automatisation soient aussi améliorées parce que comme l'info est mieux classifiée, du coup, c'est plus facile en fait de mettre en place des process automatiques par rapport à ces infos. Donc ça, ce sont les grandes lignes du projet Cortex qui va vous être expliqué dans une session un petit peu plus tard dans la journée. Et d'ailleurs, sur la session, je pense que Sébastien va faire un gros focus sur SharePoint Syntex, qui est en fait le premier produit
qui est issu de ce fameux projet Cortex. Donc, au niveau de SharePoint Syntex, pourquoi ça nous intéresse? Parce que, un, c'est du M365 et deux, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, c'était le sujet que je couvrais aujourd'hui. Au niveau de Syntex, en fait, ça va vous permettre d'utiliser des fonctionnalités avancées de l'intelligence artificielle et du machine learning pour amplifier les expériences humaines. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, SharePoint, c'est ni plus ni moins que comment dire, c'est une sorte, c'est soit un espace de stockage des fichiers, dans le entre guillemets, dans le cas le plus basique et dans les cas, plus évolués, c'est, aussi assujetti à être, un intranet, attaché à un Yammer et cetera. Donc c'est vraiment le partage des données au niveau du SharePoint que vous faites dans votre entreprise avec le contrôle de qui a le droit de voir quoi et cetera et avec aussi, toutes les sécurités que Microsoft a développées ces derniers temps au niveau de la DLP, c'est le Data Loss Prevention, etc. en fait. Donc, l'objectif en fait de Syntex, c'est de transformer tout le contenu en connaissances. Et on est vraiment toujours dans ce que je vous avais dit au niveau de Cortex, qui est d'améliorer le partage de connaissances dans l'entreprise. Donc voilà, il y a le lien en bas qui vous explique un peu mieux. Donc je l'ai réduit parce que sinon il était beaucoup trop long. Donc là, vous aurez la possibilité, si vous n'en avez pas assez cet après-midi avec la présentation de Sébastien, d'aller lire un petit peu toute la doc sur le projet Cortex. Donc, voilà. Alors les exemples, en fait, du coup, je vais aller un petit peu vite sur le reste pour qu'on prenne un peu plus de temps sur les exemples. Les exemples, en fait, moi, depuis 1 an et demi, comme on n'avait pas Cortana, bah, j'ai acheté Alexa. En fait, pour être très honnête, je ne l'ai pas acheté. Amazon me l'a envoyé gratuitement pour que je participe au développement d'Alexa version française, etc. Donc moi, j'ai eu la chance de faire partie des premiers à avoir Alexa 6 mois avant tout le monde. Donc du coup, ça m'a donné un petit peu envie de jouer avec. Et après, très rapidement, il y a eu toutes les promos sur les premiers spots. Et puis maintenant, finalement, si vous regardez, Alexa, c'est quand même un device qui, si vous le payez au prix fort, c'est que vous n'avez pas trop compris l'histoire parce que il est en promo quasiment à 90% du temps, en fait. Donc, et du coup, ça devient un device assez abordable en termes de coût. Et par exemple, quand Microsoft annonce il y a des belles annonces au niveau de Surface, Surface Hub, etc. Moi, je trouve ça bien, je trouve ça beau, mais si je suis une petite entreprise, moi, la Surface Hub, c'est niente des niente. Et puis j'ai pas forcément envie de m'acheter une tablette Surface à 1400 balles uniquement pour bénéficier des fonctionnalités qu'ils sont en train d'annoncer. Alors, on a vu quand même dans l'application qu'il va y avoir des petits devices apparemment, mais on n'a pas de date de commercialisation, qui vont être compatibles, puisque si vous avez fait attention, vous re-regarderez la vidéo. En fait, c'était pas un Surface à partir duquel le gars se connectait sur son application, enfin sur sa réunion Teams en fait. Donc du coup, Alexa, pourquoi? Parce que c'est disponible et que c'est pas cher. Et moi, je fais partie des petites entreprises, donc je regarde beaucoup les coûts, mais de toute façon, les grosses entreprises les regardent tout autant. Alors, depuis 1 an et demi, Alexa for Business, bah, c'est toujours pas disponible en France. Mais il y a quand même eu des évolutions. Moi, je le teste régulièrement, Alexa for Business, parce qu'en fait, je me retrouve à être, je me connecte en VPN et je regarde parce que là, j'avais ma prise qui était plus branchée et donc en fait, voilà. Et donc c'est toujours pas disponible en France, mais je vais vous montrer en fait quelques astuces qui permettent quand même de faire, de jouer avec. Il faut garder en tête que Alexa, à la base, ce sont des API. Donc, ou API. Et derrière, au niveau de M365, vous aurez Microsoft Graph API qui va vous permettre en fait de lier presque toutes vos données ou tous les services de Microsoft 365 via des API. Il y a de toute façon des passerelles qui se font comme ça, y compris entre les applications de Microsoft entre elles-mêmes, hein. Elles se font aussi en mode API. Donc, du coup, du moment où vous avez une API d'un côté ou des API d'un côté et une API de l'autre, bah, c'est roule ma poule, hein, vous pouvez les connecter entre eux. Alors là-dessus, petite précision, vous avez l'API Gateway dans Azure
qui est parfaitement compatible avec AWS et donc aussi avec Amazon Alexa en fait. Donc du coup, vous pouvez très bien utiliser, et c'est d'ailleurs ce que moi je vais vous conseiller, parce que un petit warning, je ne l'ai pas marqué sur le slide parce que je pense que l'info va pas être valable très très longtemps. Enfin, j'espère qu'elle ne sera pas très valable. C'est qu'en fait, au niveau cet été, il y a eu un gros warning sur une grosse faille de sécurité, puisque Alexa en fait est vulnérable sur certains sous-domaines en cross-origin resource sharing, c'est-à-dire dès qu'on commence à manipuler au niveau des API. Donc ça, du coup, c'est forcément un gros leak en sécurité. Et c'est pour ça que je ne le mets pas sur le slide, mais que je vous en parle, parce que l'intérêt d'utiliser, par exemple, l'API Gateway de Azure, c'est que vous pouvez tout sécuriser. Du coup, en fait, là, vous vous retrouvez à être beaucoup plus, à pouvoir mieux contrôler la sécurité de votre device, en fait. Et donc, sinon, l'autre possibilité, c'est d'utiliser le VPN. Moi, ce que je fais, les 3/4 du temps, je me connecte aux États-Unis. Comme ça, je peux jouer avec Amazon Alexa for Business parce qu'il est disponible aux États-Unis, en fait. Voilà. Donc, Alexa, alors, dans les astuces, voilà, je vous montre en fait un screenshot de mon téléphone qui est là. Pour ceux qui sont présents dans la salle, je pourrais leur montrer que ce n'est pas du fake. Donc, j'ai l'application Alexa for Android qui est installée sur mon téléphone. Moi, j'ai un Samsung. Et du coup, en fait, vous voyez que, par exemple, sur le calendar, vous pouvez parfaitement connecter votre Outlook, que ce soit, en fait, un Outlook en version perso ou professionnelle. En fait, ça va se connecter sur le socket de Exchange, au final. Donc, du coup, c'est hyper simple d'avoir. Et ce que ça donne, en fait, derrière, au niveau de l'application, en fait. Donc là, c'est une démo que j'ai faite ce matin, j'ai complètement oublié de la prendre. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai un Amazon Echo. Donc, je lui demande, puisqu'on n'a pas le son, je lui demande quel est mon planning. Et il me donne, en fait, les 4 prochains rendez-vous qui sont prévus. Donc là, il s'avère que j'en ai 3 qui sont à la même heure. Donc, il me cite les 3 rendez-vous. Et du coup, voilà. Si par exemple, en général, moi sur une journée, le matin, je lui demande quel est mon planning et il me donne mes trucs sur la journée. Donc, je vous montre en fait sur mon planning qu'il y a bien les 4 premiers qu'il a annoncés ou qu'on a vu défiler. Et derrière, regardez bien au niveau du vendredi, il n'y avait pas de rendez-vous. Et là, je passe sur un spot. Donc, et je demande à Alexa, en fait, si elle peut me prendre un rendez-vous pour le vendredi, je ne sais plus, je crois que j'avais dû dire midi ou un truc comme ça. Donc, en fait, elle me demande quel jour, quelle heure, pour le sujet, en fait, du rendez-vous. Donc, moi, j'avais dit, par exemple, déjeuner. Et du coup, elle m'indique le déjeuner. Et si je retourne sur mon Outlook, en fait, c'est du temps réel, donc j'espère que je ne vous fais pas vomir. On voit bien le déjeuner qui est apparu. Donc, il y a bien vraiment une interaction en temps réel entre Alexa et Outlook. Ça fait depuis 1 an et demi. Alors, il y a 1 an et demi, pour être très honnête, il a fallu que je hack Alexa pour pouvoir le faire. Maintenant, c'est natif. Donc, c'est plutôt cool. Et c'est pour ça que du coup, je pouvais me permettre de dire que c'était à la portée de tout le monde parce que vous pouvez installer Alexa sur Android ou sur iOS et du coup, vous l'aurez en fait. Donc voilà, au niveau des trucs. Alors, l'architecture en fait de Amazon Alexa par rapport à Microsoft 365, c'est à peu près comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, là, on prend l'exemple au niveau d'un Alexa for Business, parce que dans l'interface de Alexa for Business, il y a la possibilité en fait de positionner des devices dans différentes salles et du coup, vous contrôlez tous vos devices à distance et en fait, en fonction des salles, eh ben, vous savez quels sont les meetings, etc. Donc, en fait, à chaque fois, du coup, il y a les services d'Alexa qui sont natifs, qui est en fait la reconnaissance vocale, le natural language, la réponse, enfin, la compréhension de ce que vous dites. Et derrière, c'est du machine learning. Et en fait, tout ça, c'est connecté sur Office 365. Alors, les sockets changent entre Amazon et Microsoft. Et du coup,
comme Microsoft passe en Microsoft 365 et plus Office 365, il y a des choses qui ont bougé au niveau des API. Donc, il y a des choses qui ne fonctionnent plus dans Alexa for Business en ce moment. Mais rien ne vous empêche à vous, si vous avez des compétences de développeur, de customiser vous-même la relation entre les deux API, en fait. Les API qui vous intéressent. Donc, du coup, et ça, c'est ce qui vous permet de faire aussi du smart building assez facilement. Moi, j'ai un appartement à Paris, j'habite à Nice, j'ai un Alexa qui est connecté à Paris et de temps en temps, je demande à Alexa de me faire, de déclencher la vidéo et comme ça, je vois s'il y a quelque chose qui se passe dans mon appartement ou pas, en fait. Donc, et du coup, ça se déclenche à la commande parce qu'en fait, moi, tous mes devices Alexa sont connectés sur mon interface, mais ça pourrait être sur d'autres devices en fait. Donc, du coup, ça c'est un rappel de Microsoft Graph API pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est ce qui permet en fait de gérer tout ce qui est les tâches, Teams, les chats, le calendrier, les groupes, les fichiers. Donc, grosso modo, toutes les grosses briques qui vous permettent de gérer Microsoft 365 et une partie d'Azure en termes de sécurité, etc. Vous pourrez le manipuler avec Microsoft Graph API. Après, rien ne vous empêche aussi d'avoir vos propres API, d'avoir vos applications maison avec vos API, etc. Et du coup, de les interfacer directement, soit avec Alexa, soit avec Office 365, soit avec un qui fait la passerelle vers l'autre. Ça, c'est absolument pas du tout un problème en fait. Et ça, c'était ce que je vous avais évoqué au niveau d'Alexa. Et ça peut se faire aussi avec du coup des devices comme même le Google Home ou enfin moi je le fais aussi avec des Raspberry Pi, hein, avec Raspberry Pi, un micro, enfin, une carte reader et puis donc c'est bon. Donc en fait vous avez, et là l'intérêt en fait c'est que vous pouvez enregistrer tous vos devices par exemple dans l'IoT Hub ou IoT Central si vous ne maîtrisez pas encore trop IoT Hub. Et du coup, vous pouvez manager la sécurité de vos devices, etc. Et vous faites un partage en fait de vos devices. Et là, vous pouvez faire exactement ce que Amazon Alexa for Business fait dans son interface. C'est que vous pouvez recréer des concepts de smart building. Et il y a d'ailleurs Microsoft qui propose déjà des projets avec des simulations en digital twin sur des smart buildings, etc. C'est facilement de mettre en place ce type d'architecture. Donc voilà, au niveau de la conclusion, donc je suis allée assez vite finalement. La conclusion, je vais prendre un petit peu plus de temps parce que c'est le truc le plus marrant. C'est qu'en fait, en conclusion, vous pouvez faire. Moi, mon objectif dans cette session, c'était de vous montrer tous les outils, d'arriver à vous persuader que c'est pas du tout infaisable, que c'est à la portée de tout le monde, que même si vous n'êtes pas développeur, vous aurez d'autres sessions aujourd'hui pour vous montrer tout ce qui est Power Apps et que les trois quarts des choses, vous allez aussi pouvoir les faire en Power Apps parce qu'il s'avère qu'il y a beaucoup de cognitive services qui peuvent se paramétrer en Power Apps. Et sinon, vous pouvez passer en Logic Apps pour faire l'interrelation entre vos applications. Donc, du coup, ça, c'est pour ceux qui, à la limite, n'étaient pas trop convaincus par le Power Apps. Portez-y attention. Je pense que ça vaut quand même la peine de s'y intéresser. Et derrière, par exemple, si vous vous connectez sur Azure Machine Learning, c'est du Power Apps derrière. Sur Power BI, c'est du Power Apps. En fait, sur plein de produits d'Azure, en fait, maintenant, c'est du Power Apps. Mais vous aurez toujours la possibilité de faire du développement. Par exemple, si je prends dans Azure, vous avez Logic Apps, vous pouvez faire du Power Apps. Mais si vous voulez faire du développement, entre guillemets, en mode pur dev, bah, vous passez en web job et puis voilà, vous ferez la même chose au final. Donc, il y a d'un côté, c'est un peu pré-mâché, de l'autre côté, ça ne l'est pas. Et du coup, du projet Cortex, on peut assez facilement basculer sur le projet Bonsai, qui alors là, c'est vraiment un truc absolument génialissime. C'est prévu alors sur le même système que le projet Cortex, en fait, qui met du machine learning sur l'IA ou etc., qui sur l'analyse des informations. Là, en fait, c'est destiné à créer des systèmes autonomes. Donc, en fait, l'objectif, c'est de créer des machines autonomes au niveau grâce à l'intelligence artificielle et au machine learning. Donc, en fait, les ingénieurs vont pouvoir créer des intelligences artificielles sans être data scientists. Ils vont pouvoir entraîner cette intelligence artificielle, et je vais vous faire voir après parce que
et préparer en fait les intelligences artificielles pour des environnements réels. Donc en fait, on va pouvoir, je vais vous montrer, on peut mettre en place des simulations, créer des simulations, etc. et regarder comment, entre guillemets, ces nouveaux cerveaux d'intelligence artificielle qu'on a créés vont se comporter et de voir si effectivement le comportement est cohérent par rapport aux attentes qu'on peut en avoir ou par rapport à nous, la connaissance qu'on a, parce que finalement, pour ceux qui ont peur de l'intelligence artificielle, n'oubliez jamais qu'elle est créée par des humains et qu'elle reste contrôlée encore aujourd'hui par des humains. Donc voilà. Et donc en fait, l'objectif aussi, c'est de pouvoir déployer l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse travailler de façon indépendante, soit entre machines. Moi, je le fais avec 2 petits robots, puisque je fais jouer des chats robots ensemble, soit avec des humains. Comme ça permet, par exemple, si vous avez une machine qui, si je me replace dans le cadre d'une Smart Factory, admettons, j'ai un robot qui doit assembler des pièces et à un moment donné, le robot se rend compte qu'il lui manque il y a des pièces qui lui manquent. Ben, dans ce cas-là, en fait, au lieu de s'arrêter, comme un bête robot qu'il est aujourd'hui, et ben, en fait, il va envoyer le message à un autre robot qui va approvisionner en disant voilà, il me manque des pièces et boum, voilà. Et du coup, l'autre robot peut approvisionner et derrière, éventuellement, envoyer un message pour faire passer une commande, etc. Donc, du coup, voilà comment ça pourra se passer. Et là, je vais donc, si je me plante pas trop, je vais changer d'écran pour, alors, désolée pour le petit lag. Donc, je suis là. Et alors, si je change d'écran, scène 1. Là, est-ce que vous voyez tout mon écran, le gros bazar de mon écran, en fait, hein, sur votre Teams? Hein, parce que du coup, là, on n'est pas en. Non? Ah, t'es pas connecté au Teams? Ah, zut. Je vais regarder sur le chat. Est-ce que il y en a qui peuvent me répondre sur le chat si vous voyez l'écran? Ouais, génial. Voilà, comme quoi, finalement, ceux qui sont en ligne, là, ils sont plus. Désolée. Bon, bah, du coup, moi, j'ai les gens qui étaient en face qui étaient très confortables et du coup, qui s'étaient pas connectés au Teams. C'est là qu'ils vont se connecter au Teams parce que je sais pas comment je vais basculer l'autre écran de l'autre côté. Donc, voilà. Ou sinon, de toute façon, ceux qui sont à l'intérieur, dans la salle, je peux leur remontrer à la fin de la session. Donc, en fait, je vais vous montrer, en fait, donc là, je suis sur une interface Azure. Donc, en fait, je vais aller au niveau de mon groupe de ressources. Donc, en fait, il y a, je plus où je l'ai. Donc, ça, c'est des machine learning, voilà. Donc, en fait, quand vous êtes, donc vous avez le lien que j'ai sur le projet Banzai qui sera sur le slide. Vous pourrez en fait déployer automatiquement ce qu'on a le Lab Banzai en fait qui va s'installer sur votre interface Azure. Ah pardon, du coup, oui, il y a le retour. Et donc en fait, derrière, vous pouvez lancer l'espace de travail et vous aurez à peu près ceci. Donc là, en fait, vous allez avoir les pardon. Voilà, vous allez avoir des cerveaux. Vous pouvez créer vos cerveaux. Alors donc, il y en a, vous pouvez le créer complètement vide et le faire de A à Z. Il y a déjà 2 exemples. Vous pouvez, je vous mettrai sur le slide la vidéo du MOAB, du MOAB Sample, qui est en fait une vidéo d'un device qui devrait être distribué open source, mais il faut que le chef de produit Microsoft qui l'a créé, en fait, finisse de faire les plans. Et en fait, grosso modo, ce petit robot, là où on voit la boule, c'est une boule qu'on pose sur une plaque et la plaque bouge et en fait, la boule ne tombe pas parce qu'il y a un système de caméra qui automatiquement rééquilibre la plaque de telle sorte à ce que la balle ne sorte pas de la circonférence. Et on n'est pas du tout on est sur une plaque toute droite, on n'est pas du tout sur une assiette incurvée. Donc, il y a vraiment que l'équilibre qui empêche la balle de tomber en fait. Et derrière, ils ont mis aussi un exemple avec un carpol parce que là, on est vraiment dans des approches pour des smart factories. Mais
Je pense que parmi vous, il y en a qui auront assez d'imagination pour, peut-être penser à des véhicules autonomes ou à des choses comme ça. Il y a plein d'applications de en fait, hein. Donc une fois qu'on a créé comment dire? Un cerveau, donc par exemple, là, j'ai créé le CarPol. Vous avez en fait toute la codification du CarPol, donc vous pouvez modifier ce que vous voulez ou augmenter en fait, le modèle d'entraînement et derrière vous lancez en fait l'entraînement au niveau alors moi je l'ai déjà fait en fait sur ce cerveau qui a déjà été entraîné, donc forcément du coup là il peut plus le redémarrer parce qu'il est déjà entraîné. Donc grosso modo quand vous démarrez l'entraînement, en fait vous voyez au tout début, il fait les tâches et en fait à chaque fois il va regarder au niveau des statistiques si c'est bien, si c'est pas bien, si on atteint le niveau de satisfaction. Et si on atteint le niveau de satisfaction, il retient que ça c'est bien à garder et si on l'atteint pas, il élimine et réessaie autre chose. Donc voilà, en fait, comment on se retrouve à entraîner un cerveau de manière artificielle. Et en fait, à la fin, on se retrouve à avoir un 100% de satisfaction. Et ça, en fait, ça se fait au niveau alors là, par exemple, j'ai lancé un deuxième entraînement, donc il va re-regarder, etc. Et c'est pareil au niveau du petit robot en MOAB. Alors le petit robot, en plus, est construit sur une base de Raspberry Pi, comme ça permet aux gens qui sont un peu makers de pouvoir créer aussi leur propre robot. Moi, je le fais avec un chat robot qui est aussi basé sur qui a une base de Raspberry Pi. Et du coup, moi, l'objectif, en fait, c'est que un chat, c'est supposé garder l'équilibre. Moi, c'est un chat robot, grosso modo, si je le pousse, il tombe. Voilà. Et quand j'ai vu l'histoire de la balle qui était capable de rester en équilibre sur le. Ben, moi, je fais la chose à l'inverse. C'est que le robot, en fait, vous pouvez le bouger un peu sur le même principe que ce qu'a fait Boston IT au niveau de son robot. Sauf que moi, j'ai pas les moyens de mettre 180 000 dollars dans un robot. Et du coup, bah, ces robots-là qui le poussent, etc., et qui tombent pas, bah, jusqu'à présent, moi, je ne savais pas comment le faire. Et grâce au projet Bonsaï, bah, je peux commencer à faire des travaux assez similaires. Donc, du coup, et c'est ce qui permet aussi pour les gens qui font de la robotique et qui veulent ajouter de l'intelligence artificielle dans la robotique, c'est ce qui permet justement d'avoir la possibilité de faire ce type de travaux sans aller faire un PhD en data science au MIT, par exemple. Voilà, c'est juste une chose comme ça. Après, bon, si j'avais eu l'occasion de faire le PhD au MIT, peut-être, mais il faudrait que je recommence une autre vie. Et là, j'ai pas le temps. Je préfère utiliser le projet Bonsaï, en fait. Et donc là, au niveau des simulateurs, en fait, vous avez en fait la façon. Donc c'est relativement simple hein, pour ceux qui connaissent un petit peu le code. C'est franchement, c'est assez simple. Hein, c'est que des paramètres. On n'a que les variables, etc. Et derrière, c'est très facile à modifier, à réajuster, etc. Donc ça, c'est une très bonne approche pour savoir à peu près comment on peut faire aussi de l'intelligence artificielle là-dessus. Moi, je le fais avec des robots parce que bah, c'est ce qui m'amuse. Rien ne vous empêche d'utiliser un cerveau et de l'appliquer à un logiciel. Parce que du coup, vous vous retrouvez un petit peu à faire ce que Microsoft fait dans le cadre du projet Cortex. Sauf que Microsoft, dans le cadre du projet Cortex, en fait, ils ont des focus définis. Ils ont leur propre ligne de direction sur ce qu'ils veulent développer, ce qu'ils veulent mettre en avant ou pas. Avec Bonsaï, vous avez la possibilité de créer votre propre cerveau, vos propres paramètres et de demander ce que vous voulez. Donc, si ce n'est pas ce que Microsoft est en train de développer dans le projet, rien ne vous empêche à vous de regarder avec le projet Bonsaï s'il n'y a pas quelque chose à faire. Et du coup, à défaut que ce soit possible, au moins vous pouvez explorer de manière plus simple, en tout cas plus rapide, et c'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir aborder ce type de concept et de faire des tests, éventuellement de récupérer des budgets pour aller plus loin dans vos travaux si c'est justifié au final, quoi. Et en tout cas, si c'est pas le cas, c'est une bonne façon d'apprendre aussi parce que vous apprenez, enfin, donc voilà. Si vous avez des questions, je crois qu'en plus on arrive à pas loin de la fin de la session, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Si on n'a pas le temps d'y répondre là dans la session, vous avez mon Twitter, mon LinkedIn. N'hésitez pas à m'envoyer des messages.
Je réponds à toutes les questions, je ne fais pas le boulot à votre place. Je tiens à le dire parce que on a des fois des gens qui nous contactent en nous posant des questions comme si, en pensant qu'on va résoudre leurs problématiques. Si on a la réponse, on la donne, il y a pas de souci. Mais en général, on va plus donner des orientations et des pistes pour résoudre les problèmes, mais on ne résout pas les problèmes à votre place, quoi, en fait. Donc voilà, j'espère que vous êtes. Le coût associé aux itérations des simulations du brain, pas donné pour être honnête. Moi, j'avoue que là, j'ai des subventions par Microsoft, mais si je regarde, c'est tout est relatif parce qu'en fait, si je te remets mon interface, en fait, ce sont des containers. Donc, tu vois, le projet Bonsaï, en fait, au niveau des ressources, tu as juste là, par exemple, je prends le lab Bonsaï. C'est juste un ensemble de containers qui va se déployer, qui va s'agrandir et rétrécir en fait à la demande. Et donc là, par exemple, à la fin de la session, moi, j'arrête le container, enfin, j'arrête les simulations pour éviter que ça me génère des coûts supplémentaires en fait. Mais de toute façon, si on regarde bien au niveau du projet Bonsaï, quand il a fini tout son cycle d'itération, Microsoft a déjà prévu que ça s'arrête. Quand c'est à 100, ça s'arrête parce que. Et après, il faut lancer éventuellement un deuxième cycle d'itération si on n'est pas satisfait du premier résultat. Et en général, quand on lance plusieurs cycles d'itération, c'est parce qu'on a fait des modifications entre chaque, en fait. Mais oui, c'est effectivement pas gratuit dans l'histoire. Mais il faudrait que je regarde un petit peu plus sur ma facturation et je pourrais répondre, je pourrais te répondre, Franck, sans aucun problème, quoi, en fait. Non, le montant, je crois que c'était une 10 ou 15 euros, un truc comme ça. Quand je dis pas donné, c'est parce que c'est un truc qui se fait en 5 minutes et que tu as claqué 15 euros en 5 minutes, tu vois. Donc là, par exemple, j'ai 100 millions, 100 mégas en memory. Et si je vais regarder, en fait, sur ma facturation, alors attends, mon compte, je ne sais pas si je le vois là. Ah, je ne veux pas le voir comme ça, en fait. Faut que je regarde parce qu'en fait là c'est sur une souscription avec un sponsorship donc je te répondrai plus exactement sur le truc et je ferai même plusieurs simulations et dans ce cas-là je publierai sur un tweet ou sur un LinkedIn en fait en réponse aux questions sans aucun problème en fait. Mais moi, enfin, de mon point de vue, si j'ai pas par rapport à ce que ça me fait gagner comme temps à côté, je suis prête même de dépenser quelques dizaines ou centaines d'euros pour obtenir un résultat et voir si ça vaut le coup que je continue dans cette piste-là, en fait. Après, je sais que les histoires financières, c'est quand tout à chacun. Moi, c'est vrai que c'est facile pour moi de le dire. Mais après, si vous avez des travaux un petit peu péchus qui peuvent intéresser Microsoft, surtout, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont très prompts à faire des partenariats dès que vous faites des travaux intéressants, etc. Et ils peuvent vous allouer des crédits. Par exemple, si vous êtes étudiant, vous avez des crédits gratuits. Alors, il y a Azure en mode gratuit où c'est 170 dollars ou 170 euros par mois et 200 dollars, enfin, je ne sais plus exactement. Mais bon, peut-être que ça couvrirait que 8 ou 15 jours de ce type de produit, le crédit gratuit. Mais de l'autre côté, si le crédit gratuit ne suffit pas et que vous avez besoin de plus, vous contactez Microsoft, vous expliquez quel est votre projet et ce n'est pas du tout impossible que vous obteniez d'autres crédits en fait. L'heure de fonctionnement du MOAB, par exemple. Alors, le MOAB, en fait, c'est le petit robot. Donc, ça, c'est de la Raspberry Pi. Franchement, ça coûte que dalle. Et au niveau du brain, en fait, derrière, l'info, une fois qu'elle est calculée, elle est réenvoyée et tout est traité en Edge derrière. Donc, du moment où tu es en Edge, au niveau d'Azure, ça coûte quasiment plus rien, quoi, puisque tu es passé en on-premise. Ça te coûte au niveau des transferts de données, en fait. C'est la connexion et le transfert de données que tu vas payer. Mais ça, c'est dans toutes les relations avec le cloud, en fait.
Donc, et c'est vrai que là, l'intérêt en fait sur ce projet Bonsaï, c'est qu'il soit parti directement sur des containers. Comme ça, il peut y avoir une scalabilité horizontale très importante qui diminuera aussi de manière très rapide en fait. D'autres questions? Bon, n'hésitez pas, hein, si vous jouez avec ce projet, n'hésitez pas à me faire des retours. Moi, je joue aussi dessus et il y a de très très fortes chances parce que je l'ai promis en février et j'avoue que je suis très très en retard là-dessus. Au dernier DevFest, j'ai promis que je mettrais en place un site internet avec des tutoriels pour parler enfin, pour montrer tous les robots que je crée et quels sont les travaux que je fais sur ces robots. Et donc, du coup, le projet Bonsaï sera publié au niveau de ce site, en fait, avec des tutoriels et éventuellement mes retours d'expérience sur le sujet. Moi, je fais du Python. Tu veux faire enfin, ouais, bah, si j'ai Microsoft, tu feras du C# partout où tu veux, quasiment, quoi. Moi, je fais du Python parce que je suis pas une dev. Enfin, c'est plus facile pour moi Python, quoi, en fait. Et puis parce qu'en intelligence artificielle, c'est pas incohérent de faire du Python au final. Mais tu peux, hein, ils ont fait des passerelles hein, avec du C# ou du C++, des choses comme ça. Moi, les deux langages que je connais, c'est Python et C++ parce que je fais du chiffrement, je fais de la cybersécurité et je fais de l'intelligence artificielle. Après, je suis très feignante, hein, je devrais savoir faire du Node, etc. Bon, ça, j'ai un associé qui le fait très bien et je lui laisse. Je comprends ce qu'il fait, mais je ne sais pas le faire en fait. Hein. Oui, tu peux importer et exporter tes modèles en fait, parce que tu es plus en mode modèle en fait quand tu fais de l'IA, et tu peux le faire et c'est très compatible avec les Jupyter Notebook. Donc ça c'est super intéressant en fait. Parce qu'en plus dans tes Jupyter Notebook, du coup tu peux runner ton code directement au final. Donc ouais, je suis complètement d'accord, comme quoi c'est incroyable. Et j'espère que du coup, ça va vous donner envie de jouer avec tout ça, en fait. Mais n'hésitez pas, hein. Franchement, il y a Azure, c'est une cour de récré qui est monumentale. Il y a vraiment, vraiment de quoi s'amuser. Merci beaucoup à tous. Et n'hésitez pas, je crois que ce sera en replay. Et moi, de toute façon, je vais publier les slides sur SlideShare. Bonne journée à tous et bon AOS.